Bonjour à nos fidèles de notre chaîne YouTube. Nous abordons maintenant la deuxième partie de la conférence qui fut présentée aux adhérents de l'association La Route des Canons à Plazac le 10 juin 2023. Après une présentation que vous avez sur une autre vidéo du Haut-Fourneau et son historique jusqu'à aujourd'hui, nous en arrivons à cette question pendante, le Haut-Fourneau de demain et son avenir, compte tenu des circonstances que nous nous rappellerons dès le début. Le Haut-Fourneau étant un gros émetteur de CO2, nous rappelons les données de base concernant l'influence du CO2 sur l'effet de serre. Rappelons déjà la composition de l'air. 70% d'azote, 21% d'oxygène, quelques autres gaz, et le CO2 qui intervient pour 0,04%, soit 417 ppm, du moins en 2022. On voit que sa teneur est extrêmement faible, voire microscopique. On l'a symbolisé ici sur ce diagramme qui permet d'en mesurer toute l'importance relative. En fait, c'est dans l'épaisseur du trait que l'on trouve le CO2. Il est bon de rappeler à côté de ce paramètre l'influence des autres gaz responsables de l'effet de serre et que l'on nommait parfois de rappeler le méthane par exemple, dont la teneur est quand même plus importante, et la vapeur d'eau qui participe à 75% à l'effet de serre, alors que le CO2 participe à 25%. Je crois que ces données sont insuffisamment rappelées par les activistes écologistes qui ne cessent de ne voir qu'un gaz ayant un soi-disant effet sur l'effet de serre. Rappelons ici la contribution relative à l'effet de serre des différents gaz présents dans l'atmosphère. Cela permet de situer les choses. Certes, le CO2 est important, mais l'eau, la vapeur d'eau l'est encore plus, puisqu'elle représente 55% de la contribution. Alors, disons que quand on prévoit de remplacer la réduction par le carbone par une réduction par l'hydrogène, on opérera surtout un transfert d'un effet de serre à l'autre. Il est bon aussi de s'en rendre compte. Un diagramme saisissant, c'est le diagramme des émissions en gigatonnes, les émissions de CO2 depuis 1990 pour les principaux émetteurs. Là où on voit les deux courbes décroissantes des États-Unis et de l'Europe, on constate la croissance phénoménale de la Chine et qui n'est pas près de s'arrêter. Donc chaque fois, n'oublions pas cela, chaque fois que nous importons des produits de Chine, nous contribuons à augmenter la production de CO2 dans l'atmosphère, donc l'effet de serre. Ne pas oublier que quand on désindustrialise en Europe ou aux États-Unis, on réindustrialise dans ces pays fortement émetteurs. Et là, il n'y a que quelques exemples donnés. Nous allons voir plus loin. Ici, ce diagramme, toujours extrait des mêmes sources officielles, montre que d'autres pays sont en croissance exponentielle, en particulier l'Inde, pendant que nous continuons à baisser nos émissions. C'est ceci qui devrait nous inquiéter, plus que de continuer à nous autoflageller en permanence. Quelles armes ou quelles actions pouvons-nous engager pour éviter cette progression continue dans certains pays? Pour plus de sagesse, ramenons-nous aux émissions par habitant en 2020
On voit que les États-Unis, malgré leur tendance baissière, restent les plus gros émetteurs, suivis par la Russie et la Chine en troisième. Évidemment, elle bénéficie de sa gigantesque population. Ensuite, on trouve le Brésil, l'Indonésie, et seulement à ce niveau, l'Europe à 27, la France étant plutôt du côté de 9 tonnes d'émissions par habitant et par an. Les autres pays, même l'Inde qui reste encore marginale, les autres pays équilibrent pour fournir un taux d'émission annuel de 6 tonnes par habitant et par an pour le monde entier. Voici d'ailleurs un diagramme de la répartition des émissions par région du monde qui confirme les deux précédents. L'Europe est particulièrement marginale et la France encore moins. Donc il est urgent de relativiser nos efforts et l'influence qu'ils peuvent avoir sur la production globale de CO2. Mais qui osera le dire? Le chemin de réduction, l'objectif de la France en 2050 est de baisser nos émissions de 9 à 10 tonnes par habitant et par an à 2. Bon, reste à savoir comment y parvenir, si tant est que cet objectif ait une signification au niveau mondial. Si on compare d'ailleurs les émissions par habitant en fonction des pays, nous confirmons d'ailleurs ce que nous avons vu précédemment, la position de la France relativement marginale. Regardons dans les émissions mondiales maintenant quelle est la part de l'acier. On voit ici les différents secteurs et leurs émissions relatives. Évidemment, la sidérurgie est dans l'industrie et représente un pourcentage de 7 à 8% des émissions mondiales. C'est relativement important, mais reste modeste et permet de relativiser les actions à entreprendre et de recentrer ces actions sur les secteurs qui le méritent réellement, dont l'efficacité sera plus certaine. Ici, on voit en France, en fonction des années, l'évolution des émissions par secteur. La sidérurgie est le troisième à partir du bas. Cette zone grise, on voit qu'elle a réduit et participé à l'effort collectif. Mais la réduction restera limitée, comme nous l'avions expliqué dans le diaporama précédent, par l'équilibre chimique des composants dû au procédé de réduction par le carbone. Le même genre de diagramme en continu, toujours en France, pour l'industrie manufacturière. On voit et on peut constater un effort continu de réduction qui atteindra un jour ses limites si l'on ne fait pas une révolution dans les procédés d'élaboration. Ici, c'est la même genre de présentation, mais en ramenant les émissions de CO2 au kilo par tonne de produit. Et on voit que la place de l'acier est relativement modeste par rapport à d'autres produits beaucoup plus émetteurs à la tonne. C'est important aussi pour situer réellement où se situent les problèmes et sur quel secteur nous pourrions agir avec le plus d'efficacité directe. Nous rappelons d'ailleurs que toutes ces émissions mesurées en France sont des émissions directes, ne tiennent aucun compte des importations, bien sûr. Or, la sidérurgie, depuis 4 ou 5 ans, est soumise à des variations erratiques des approvisionnements et du coût de l'énergie. Le coût du mégawattheure depuis la guerre en Ukraine a ainsi bondi pour se restabiliser et est devenu particulièrement volatile.
la faute en est à l'AREN, l'accord sur l'évaluation du prix de l'électricité, qui a été indexé grâce aux Allemands sur le gaz. Les Allemands étaient indexés sur le gaz russe et notre énergie nucléaire fait partie de ce bouquet, et donc son prix n'a aucun rapport avec le prix de revient, s'est retrouvé l'objet de spéculation sur le marché d'Amsterdam qui régit le marché soi-disant libre du gaz. Voilà à quelle contradiction nous nous trouvons confrontés. Cet accord d'AREN a été signé entre 2004 et 2006 sous le règne de M. Sarkozy, suite au Grenelle de l'environnement de M. Borloo. Voilà à quoi conduisent ce genre d'accords un peu iréniques. Pour l'instant, il existe une barrière de protection des industriels gros consommateurs qui fixent, voici depuis 3 ans, le tarif à 42 € par mégawattheure, qui correspond plus ou moins au prix de revient d'EDF nucléaire actuellement. Il est question de le remettre en cause dès l'année prochaine, et les tractations sont très vives à ce sujet. Car si tout est basé sur l'électricité, son tarif à long terme devient un élément clé de notre désindustrialisation, ou l'inverse. Vous comprenez tous les enjeux. Un autre paramètre nouveau qui a été introduit, c'est le prix des quotas de CO2, dont une partie a été cédée gratuitement aux gros émetteurs et livrée à un marché intérieur à l'Europe. Et ce prix, depuis quelques années, après avoir s'être écroulé à des prix très bas, de 3 à 5 €, est reparti. Aujourd'hui, il est autour de 100 €. Là aussi, on assiste à une spéculation qui est très difficile à prendre en compte dans le cadre d'une industrie de long terme comme la sidérurgie et bien d'autres d'ailleurs. Ce problème devrait être éclairci très rapidement dans la mesure où les futurs mécanismes prévoient de supprimer, d'éliminer progressivement ces quotas gratuits. Voici la carte de France des émissions de carbone, où l'on retrouve les régions de Dunkerque et de Fos parmi les gros émetteurs, ce qui ne nous étonnera pas puisque là se retrouvent nos fameux hauts fourneaux, que je rappelle en ressortant cette carte actuelle, cette fois où nous avons 3 hauts fourneaux dans le nord et 2 dans le sud-est, correspondant à la carte précédente. Les émissions de la sidérurgie se sont élevées en 2015 à 26 millions de tonnes. La filière hauts fourneaux est estimée à une émission de 1,8 tonnes de CO2 ou d'équivalent à la tonne de fonte. Par contre, les aciéries électriques, qui représentent une part beaucoup plus faible, représentent 0,5 tonnes de CO2, soit 3 fois moins, mais sont limitées par le gisement de ferraille qui n'est pas extensible à l'infini. Donc ArcelorMittal, avec ses 2 sites, représente 3,5% du total des émissions françaises. C'est important à signaler dans le cadre des efforts qui devraient être consentis. Voici d'ailleurs ce qu'on appelle la trajectoire de réduction des émissions de l'industrie jusqu'en 2050, en passant par le stade 2030. C'est ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. À noter que jusqu'en 2030, le chemin semble à peu près tracé, mais pour la suite, il y a encore beaucoup d'inconnus. Un autre schéma, plus précis jusqu'en 2050, mais qui révèle également le même vide par rapport aux années 2030 à 2050. Poursuivre les réductions contraindra certainement à changer le procédé lui-même, donc sans doute à condamner les hauts fourneaux tels qu'ils existent actuellement.
Voici au niveau mondial les efforts qui devraient être consentis par rapport au chemin de réduction globale qui devrait être consentis par pays en fonction des efforts déjà réalisés. On voit que cela se concentre sur 2 ou 3 régions du monde principalement. L'Europe en fait partie. La question centrale pour les hauts fourneaux est la suivante. Que faire quand on atteint les limites des lois de la chimie de la réduction du fer par le carbone? Et on n'en est pas loin dans les meilleurs hauts fourneaux actuels. Eh bien, pas la peine de se creuser beaucoup, on change tout simplement de réducteur. On passe alors à la réduction par l'hydrogène. Vous avez ici la réaction qui finit par émettre 2 composants, le fer d'un côté et de la vapeur d'eau de l'autre. Facile à dire sur le papier. Voici une comparaison sommaire des réactions de réduction dans les 2 cas. Vous voyez que l'on change de monde quand on passe à l'hydrogène par rapport aux réactions bien connues et familières de réduction par le carbone. Voici les différentes méthodes recensées actuellement en Europe. Toutes font l'objet de recherches et chacune a sa spécificité suivant les pays, suivant les sociétés. Donc vous voyez que la sidérurgie ne manque pas d'imagination pour configurer son avenir. La plupart des installations signalées ici sont à l'échelle pilote, est-il besoin de le rappeler, c'est-à-dire qu'elles produisent quelques tonnes à titre d'expérimentation encore cette année. ArcelorMittal, de son côté, se limite, si l'on peut dire, à 4 méthodes principales, que je ne détaillerai pas ici non plus, cela nous mènerait trop loin, mais sachez que les idées sont en cours d'expérimentation et de généralisation possible. Parmi ces idées les plus avancées, c'est la captation du CO2 par solvant démixant, qu'on appelle le procédé DMX. Vous voyez qu'il est en construction en ce moment à Dunkerque et consiste en une tour de 22 mètres de haut, aussi haute qu'un fourneau, qui permettrait de capter et de démixer le CO2 pour le préparer à son stockage souterrain. La suite étant de le liquéfier et de le stocker dans un site en Norvège, un site à plusieurs kilomètres de profondeur qui est déjà préparé et déjà utilisé par la Suède et la Norvège. Un autre procédé, aussi curieux que inventif, c'est le stylanol qui consiste à convertir le CO2 en éthanol à usage industriel, et pour cela il utilise des bactéries issues de déjection de lapins, c'est pour ça que je trouve ça curieux, et transforme le carbone en carburant et en matière chimique, l'éthanol, l'acétone ou un certain alcool isopropylique. Comme quoi l'imagination n'a pas de frontières. Le procédé décisif serait celui de la réduction par l'hydrogène. Simple sur le papier, autrement plus complexe dans la réalité, car il faut construire de nouveaux types de réacteurs de taille à peu près analogue au fourneau, et ensuite on produirait des éponges ou des briquettes de fer de réduction directe produits à partir de minerais de fer et réduits par l'hydrogène, et ces briquettes seraient ensuite transformées en acier dans une aciérie électrique. Vous imaginez déjà à l'avance ce que cela peut comporter de nouvelles installations gigantesques et de construction de fours qui pour l'instant ne sont pas encore prévus officiellement.
Pour cela, il faut effectivement produire de l'hydrogène en quantité industrielle, mais aussi à un prix compétitif. Parce que pour l'instant, le Haut-Fourneau a produit de la fonte à un prix compétitif lié au prix du charbon, mais pour ce qui est de l'hydrogène, tout reste encore à faire. Ici, vous avez un exemple de filière avec des électrolyseurs dont beaucoup sont encore à construire, un stockage souterrain qui reste aussi à mettre en œuvre et qui finirait par alimenter des filières diverses dont la sidérurgie ne serait qu'un des vecteurs. Vous voyez qu'il reste encore du chemin. La réaction d'électrolyse, d'autre part, sur le papier intéressante et apparemment aisée, nécessite une quantité phénoménale d'électricité et d'eau. Pour produire 1 tonne d'hydrogène, il faudrait 39 MWh d'électricité et 9 tonnes d'eau. Tout ça permettrait de dégager de l'oxygène. Alors vous voyez que ces ratios sont loin d'être rassurants compte tenu de la rareté de l'eau qui aussi commence à émerger dans le monde. L'électrolyse en elle-même n'est pas un procédé inconnu, il s'en faut. C'était d'ailleurs la première découverte quand on a découvert ce procédé. Et comme on s'en doute, ce n'est pas le tout d'électrolyser, à condition qu'on ait le nombre d'électrolyseurs suffisant d'énergie et d'eau, encore faut-il stocker. On identifie quelques réservoirs, anciens réservoirs de gaz désormais inemployés. Mais beaucoup reste à faire. Une fois stocké, il faudrait encore le transporter sur les lieux de production. Voici ici le réseau de gaz actuel et la partie qui pourrait être utilisée pour le transport d'hydrogène, qui entre nous est beaucoup plus difficile car l'hydrogène est une petite molécule qui traverse facilement les parois en acier. Deuxièmement, il y avait déjà des fuites sur le réseau de gaz. Je ne vous dis pas ce qui peut arriver sur les mêmes fuites en présence d'hydrogène. Cela peut être explosif. Donc vous voyez que pour l'instant, rien n'est acquis dans ce domaine. Enfin, la production d'énergie, si l'on se base maintenant sur des fours électriques, est déjà rien que pour les électrolyseurs, mais il faudra une énergie considérable dont nous sommes loin pour l'instant. Malgré la suprématie nucléaire de la France, ce ne sont pas les énergies dites renouvelables qui vont nous tirer de ce mauvais pas, car il faut produire cette énergie en continu et non au gré des vents ou du soleil. Les activités industrielles les plus émettrices de gaz à effet de serre estiment pour l'instant de 10 à 12 gigawatts la capacité supplémentaire d'ici 2030, soit l'équivalent de 12 réacteurs nucléaires, pour ne parler que de nucléaire. Vous voyez déjà que les difficultés s'annoncent. D'ici 2030, il y a encore 7 ans, et que nous ne sommes pas prêts d'avoir à la fois les autorisations et les équipements prêts pour cette date. La sidérurgie européenne se tient prête à toutes les mutations et pour cela a estimé les besoins en production constante, encore que il lui faudra ainsi 2 millions de tonnes d'hydrogène dans les prochaines années. Ensuite, il faudra 74 millions de tonnes d'acier supplémentaire, car tout verdissement dans la production d'acier demande toujours plus d'acier, bien évidemment, ne fût-ce que pour construire les électrolyseurs, les tubulures de gaz et tout un tas d'installations annexes, notamment les fours électriques. ArcelorMittal, par exemple, estime qu'il aurait à dépenser 50 milliards d'euros. Bon, évidemment, comme cela lui est imposé par l'État,
il y aura forcément une aide d'État pour permettre ces nouveaux investissements. Et derrière tout cela, ce que l'on nous cache, ce sont le coût des infrastructures que l'Europe estime entre 150 et 200 milliards d'euros. Je vous laisse réfléchir. D'autant plus que c'est la course aux investissements et aux aides d'État qui est en cours dans le monde entier, ne fût-ce que l'exemple des États-Unis avec leur IRA, plan soi-disant anti-inflation, qui privilégie la production locale. L'Europe en est encore très loin. Et la plupart des projets, pour l'instant, sont à l'arrêt et traînent au moins depuis 2 ans, en attente de décision. Et le mécanisme trop restrictif des aides d'État, pour l'instant, empêche la plupart des installations. Vous voyez dans quelle impasse nous allons nous retrouver. Deuxième point, peut-être pas tout à fait annexe, qui d'après vous va payer tout ça? Je vous laisse répondre vous-même à cette question. Un autre sujet qui est régulièrement sous-estimé, voire ignoré, ce sont les besoins colossaux de cette transition énergétique magnifique que l'on nous promet. Il faudra pour cela recourir à l'industrie minière, car les besoins en métaux vont être considérables et considérablement augmentés. En particulier, et on en parle déjà, le lithium, le cobalt, le manganèse, mais aussi le graphite et le nickel pour les batteries et les terres rares pour des aimants permanents et les moteurs électriques. Et surtout, celui qu'on oublie toujours, le cuivre pour les câblages et le zinc contre la corrosion. Voilà, tous ces métaux, pour l'instant, on fait face à des limitations et il faudra sans doute en produire une quantité considérable. Je remercie Madame Aurore Stéphan pour son exposé fort brillant qui nous a permis d'éclairer ce sujet qui restait pour l'instant tapis dans l'ombre. Nous allons d'ailleurs vous en montrer quelques exemples et tirés de son exposé. Les modèles de développement actuels aboutissent à une consommation exponentielle de métaux, comme jamais on en avait consommé, depuis le début du XXe siècle, par exemple. En quelques années, la consommation explose. Les chiffres estimés jusqu'à 2050 vont jusqu'à 35 fois plus de lithium, 28 fois plus de terres rares, 2 fois plus de nickel, 330% de cobalt en plus, de l'aluminium, 35% de cuivre, 45% de silicium, 15% de zinc. Voilà, tout ceci pour justifier les batteries des voitures électriques et la mise en œuvre de l'hydrogène. Et il existe véritablement un risque non négligeable, pratiquement sûr, de pénurie de tous ces matériaux. Voici sur un graphique les estimations des quantités nécessaires à ce même horizon. Comme vous voyez, on est quand même dans un risque patent de pénurie. Aurore Stéphan prend le simple exemple des tablettes Internet que tout le monde possède, du moins dans nos pays, et montre que la plupart des matériaux et des métaux des tableaux de Mendeleïev y figurent, et certains n'étaient pas connus jusqu'à présent ou pas utilisés. Donc tout ceci nous montre dans quel chemin on cherche à nous entraîner. Et lorsque l'on veut recycler tout ça, ces matériaux étant mélangés entre eux, il est très difficile de les séparer. N'oubliez pas cela. Ce simple tableau, à lui seul, énumère toutes les difficultés et permet de les estimer, les difficultés auxquelles nous serons fatalement confrontés. Il s'agit du pourcentage de métaux contenus dans les minerais d'origine. Et c'est là qu'on voit la supériorité du fer avec les minerais riches à 70% qui ne génèrent que 30% de déchets.
car c'est bien des déchets qu'il s'agit. En dessous, il y a l'aluminium, mais qui descend à 30% et qui génère donc 70% de déchets. Et dès que l'on descend en dessous tous les autres matériaux, on est à 4, voire 2%, voire encore moins pour en particulier l'or. Tous ces matériaux vont générer 90% de déchets et plus. Et que va-t-on faire de tout cela? Voilà où nous conduit l'idéologie écologique. Elle nous conduit à générer une quantité mais phénoménale de déchets et de pollution pour la planète. Il y a un moment où il faudra sans doute, j'espère du moins, commencer à réfléchir aux impasses auxquelles nous sommes plus ou moins déjà confrontés et se poser sérieusement la question, est-ce que les avantages que nous cherchons, une réduction du CO2, ne vont pas être annihilés, voire détruits par les inconvénients que cela va générer, qui sont beaucoup plus considérables au niveau de l'environnement, bien sûr. Cette diapositive montre les différentes étapes qui permettent de passer du minerai au métal exploitable. Et on voit ici que l'essentiel de l'énergie qui va être dépensée, et du CO2 bien sûr, pour produire ces métaux, provient du concassage, qui est une opération qui nécessite une quantité folle d'énergie. Réfléchissons à la chaîne que nous sommes en train de générer simplement en voulant acheter une voiture électrique. Réfléchissons-y un petit peu. Quant aux mines elles-mêmes, voici l'exemple d'une mine de fer à ciel ouvert. Encore, ce sont les plus faciles d'accès, qui nous montrent les dégâts qu'elles peuvent provoquer dans les régions concernées. Évidemment, vu d'ici, on ne les voit pas, mais ceci, vu d'avion, montre, vous avez tout à fait en haut au centre, l'exemple d'un camion de plusieurs tonnes, pour vous montrer l'échelle du déchargement par rapport à l'ensemble de cette mine. Toutes ces mines sont depuis quelque temps observables sur des images satellites. Elles occupent des surfaces considérables. Il est temps aussi de se rendre compte de ce que nous risquons. Qu'arrive-t-il aux mines lorsqu'elles sont épuisées ou qu'on ne veut plus les exploiter? Eh bien, on les abandonne systématiquement. Voici l'exemple d'une mine d'or en Australie. Et ceci pour rechercher 1% d'or dans le minerai qui est ainsi extrait. Quand on exploite plusieurs tonnes par an, on peut imaginer la montagne de déchets que l'on produit. En outre, une partie des déchets sont sous forme liquide, en particulier l'or qui est l'objet d'une cyanuration du minerai. Il existe des lacs où on stocke les déchets cyanurés pendant des dizaines d'années, peut-être plus, avec des digues. Et il se trouve que ces digues, souvent, presque une fois par an, se rompent, déversant des quantités toxiques sur des villages entiers, sans parler des morts bien sûr, mais qui polluent pour une période indéterminée des sols. On a l'exemple en France de la mine d'or de Salsigne, qui fut longtemps le premier producteur mondial d'arsenic, qui a été utilisé comme défoliant dans la guerre du Vietnam. Tout ceci est soigneusement oublié. Exemple d'une autre mine abandonnée au voisinage des habitations. Tout ceci est caché, vous ne le saurez pas, on ne vous le dit pas, mais voici les conséquences de notre égocentrisme écologique. Non seulement nous réduisons nos émissions, souvent en pure perte, puisqu'on les augmente ailleurs, en Chine en particulier, mais en Inde bientôt, mais en plus, voici ce qu'on laisse dans les pays concernés. Je crois que toute cette idéologie devrait être remise en question de A à Z. Tout le monde connaît le problème de l'orpaillage clandestin en Guyane, et voici ce qui reste lorsque l'on a chassé les orpailleurs qui travaillent eux au mercure. Cette image parle de soi-même, ce n'est même pas la peine de la commenter.
Voilà où nous conduira cette politique. Et admettons que tout cela soit réalisé selon la feuille de route. Donc d'ici 2050, il n'y aurait plus de hauts fourneaux dans 20 ans. Pour la simple raison qu'ils émettaient du CO2. Mais on ne regarde pas ce qui s'est passé à côté et quels sont les dégâts collatéraux. En fait, comme le dénonce le syndicat Eurofer, l'Europe, en continuant dans cette voie, risque de perdre ses industries de base qui seront reconstituées ailleurs avec les mêmes résultats et sans doute pires. Heureusement, le haut fourneau, jusqu'à présent, et depuis plusieurs siècles, comme on peut le voir depuis le XIIe siècle, a résisté à toutes ces concurrences et à tous ces avatars. Et il a toujours été rentable, ce qui n'est encore pas assuré pour les futures filières. En fait, ceci est dû tout simplement au progrès continu et considérable effectué par le haut fourneau et toute la filière amont, que ce soit l'agglomération ou la coquerie, qui ont permis une fabrication de fonte économique et de haute qualité très proche des équilibres chimiques. Le haut fourneau est l'outil fétiche de la sidérurgie. Il est d'ailleurs difficilement transférable ou délocalisable malgré l'exemple de la Société métallurgique de Normandie et sa reconstruction en Chine. Je reprendrai ce document, cette citation d'expérience que l'on trouve sur le site de M. Burtot, le grand spécialiste français des hauts fourneaux, que je vous conseille de visiter. Pour qu'un haut fourneau fonctionne bien, il doit avoir les pieds chauds, le ventre libre et la tête froide. C'est tout ce que je souhaite au haut fourneau actuel. Alors, comme certains l'espèrent, le haut fourneau est-il mort? Il semble qu'il ait une grande, énorme faculté de résistance et de nombreuses citations du passé se sont retrouvées contredites par les faits. La fonte des hauts fourneaux a permis de produire de l'ordre de 1,162 tonnes, soit 73,5% de l'acier mondial. Et il n'est pas dit qu'on en est fini avec lui. Ce t-shirt montre que la jeunesse y croit toujours et que son admiration pour ces installations n'est pas prête de s'éteindre. Ma conclusion peut-elle être définitive ou pas? Je n'ai pas malheureusement de boule de cristal et suis bien peu capable de prédire l'avenir. Néanmoins, je ferai peut-être un calcul probabiliste, sans prétention aucune. Le haut fourneau survivra-t-il ou est-il une espèce en voie d'extinction? Telle était la question que je me posais au début de cette vidéo. Je vous pose aussi à vous la même question. Ma réponse, je vous propose de nous retrouver en 2050. En attendant, les paris sont ouverts. En 2050, ce sera la COP 55 qui devra faire son bilan. Il semblerait qu'il ferait froid à cette époque. Greta Thunberg aura 47 ans. Et quant à moi, je devrais avoir 102 ans, en espérant faire partie des 125 000 centenaires présents en France à cette époque. J'espère que vous en serez aussi et que nous pourrons aller au résultat. Personnellement, je parie pour une survie du haut fourneau. Bien évidemment, vous l'avez compris. Et voilà, c'est la fin temporaire de notre présentation. Je vous remercie de votre attention et je remercie également
l'association de la route des canons en lui souhaitant bonne route et bonne continuation dans la restauration des hauts fourneaux de Colbert, la route des canons qui permit la reconstitution de la flotte de guerre de France du temps de Colbert. C'est un travail de longue haleine avec le partenariat du CNRS et de la région et du CPIE que je salue avec beaucoup de déférence, et je remercie les bénévoles qui continuent à œuvrer pour la sauvegarde de ces installations historiques, notamment ceux qui ont reconstitué un haut fourneau à Étoile et ont permis de reprendre les coulées quasiment avec la méthode qui était pratiquée à l'époque. Merci encore de votre attention et à la prochaine.